Amis téléspectateurs de Code 243, bonsoir. Nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Europe, où nous avons un programme avec le président de l'association APRODEC, qui est l'association pour la promotion de la démocratie et le développement en République démocratique du Congo, à savoir Stanislas Kalumbu. Bonsoir Stanislas. Bonsoir M. Abraham. Il vient de sortir une analyse qui contredit de fond en comble les dires et les déclarations de la CENI. Et avec lui ce soir nous allons discuter, il va vous donner des éclaircissements par rapport à ce travail fastidieux qui parle des estimations statistiques en termes de chiffres, du coût des opérations électorales, du coût au niveau de l'enrôlement. Bref, Stanislas sera notre technicien ce soir. Stanislas, première question, cher ami. D'où vous est venue cette idée de faire une contre-analyse? Qu'est-ce qui justifie ça? Oui, merci d'abord pour la question et d'abord bonjour aux téléspectateurs. Je pense que, de Code 243 à Bruxelles, merci de venir chez nous. Donc il faut dire que depuis que les discussions autour de l'enrôlement, de la mise à jour du fichier électoral, la CENI prétexte toujours que techniquement c'est pas possible, vu le délai imparti, mais bon, on sent bien que le fait de retarder le début des opérations rentre dans une stratégie politique de glissement. Et malheureusement, la classe politique s'est embarquée dans cette logique de glissement, parler de glissement. Et puis, la classe politique parle de la possibilité d'organiser des élections dans le délai constitutionnel. Mais il n'y a pas eu d'études d'experts qui se sont penchés. Et tout le monde s'est limité à dire simplement que l'année passée, en 2006, il y a l'enrôlement par province, la CI à l'époque a fait environ 3 mois, et puis en 2011, c'était plus ou moins la même chose. Donc tout le monde s'est se contentait de cette petite comparaison, laissant un champ libre aux techniciens de la CNI qui, pour finir, ils sont de mauvaise foi. Mais l'OIF, sans vous interrompre, a eu à faire quelques propositions qui ont été, je crois, publiées en décembre l'année dernière, 2015. Oui, l'OIF avait proposé, pour gagner du temps, de faire simplement une mise à jour partielle. Donc ça veut dire enrôler seulement les jeunes adultes, les jeunes majeurs, depuis le 24 juillet 2011 à ces jours. Mais bon, malheureusement, la CENI n'a pas bronché, et là, comme paradoxalement, sorti toutes les raisons qu'on avançait avant pour décrier le fameux fichier électoral. Donc il dit voilà, il y a eu, on ne sait pas enlever les morts, tout ce qu'on disait avant, et la CENI a repris ça pour son compte, pour justifier l'impossibilité, soi-disant, d'organiser les élections dans le délai. Et tout d'abord, auparavant, c'était un problème budgétaire, mais bon, le gouvernement a déclaré qu'il pouvait disponibiliser, je crois, une affaire de 500 millions de dollars sur 2 ans. Donc l'aspect budgétaire ne posait plus de problème, restait maintenant l'aspect technique. Et à la surprise de tout le monde, on a vu que la CENI a publié une note technique qui était ahurissante, puisque la CENI dit clairement que le délai pour faire rien que l'enrôlement, la mise à jour du fichier ou la révision totale du fichier nécessitait un délai de 16 mois. C'est ce qui nous a fait tiquer, quoi. Moi particulièrement, je me suis dit, mais non, il faut pas laisser ça. On amène tout un pays et toute la communauté internationale en bateau, il fallait réagir en tant qu'expert électoral. En tant qu'expert, vous le dites. Parlons, soyons un peu plus précis. Quelle période, croyez-vous, serait nécessaire à ce jour, compte tenu également la difficulté de transport qui existe, le Congo étant un continent, tout le monde le dit, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Croyez-vous qu'à ce jour, il est quand même possible d'organiser des élections en 2016? Bien sûr, largement possible. Il faudrait quel budget? Avec un budget environ de 220 millions, on a déjà le fichier est mis à jour, complètement renouvelé. Et avec un budget de 450 millions, on fait les élections présidentielles et législatives.
Il y a moyen même de combiner jusqu'aux élections provinciales. On peut faire les 3 élections, mais ça va nécessiter un budget, si ma mémoire est bonne, de 630 millions. Donc, or, on a déjà 500 millions. Point de vue budgétaire, il n'y a même pas de problème. Point de vue technique, il manquait seulement d'imaginer... On parle de quels 500 millions? Du gouvernement, parce qu'il il va disponibiliser les 500 millions, et tout le temps à la télévision, nous voyons les ténors de la majorité dire que nous parler des différentes recettes qu'ils ne parviennent pas à avoir et justifier. C'est des raisons, un peu tirées par les cheveux, puisqu'ils savent très bien que quand on fait comment je vais dire, on établit un budget prévisionnel, c'est de l'argent qui ne sort pas tout de suite en fait. Il y a des contrats qui sont établis à long terme, des contrats à court terme, il y a des garanties bancaires. Donc ça veut dire qu'un contrat par exemple des 300 millions, des 60 millions pour payer par exemple des kits biométriques, on ne les donne pas tout de suite. C'est établi sur un an, donc ça veut dire qu'on rentre dans la deuxième année budgétaire, donc il y a moyen d'amortir tous ces coûts. Et surtout que la communauté internationale est unanime pour soutenir financièrement le processus électoral. On a vu tous les partenaires de la RDC, notamment au sein du comité des suivis, jusque-là, ils manifestent des signaux négatifs puisqu'ils voient de la mauvaise foi en face. Mais sinon, tous les partenaires sont prêts à mettre l'argent dans la poche pour qu'il y ait des élections le 26 ou 27 novembre 2016. À ce propos, allons-y un peu en chiffres. Je vois là sur votre rapport, et amis téléspectateurs, je vous inviterai à chercher ce document. Nous allons le publier dans cette émission, mais également il sera disponible sur le website de la Prodec, ou encore celui de Code 243. Vous parlez de 40 901 135 électeurs, y compris la diaspora? Ça, c'est les chiffres publiés par la CENI. Exact. La CENI estime que la population électorale, en gros, tourne autour de 41 millions. Il ne précise pas s'y compris la diaspora ou pas. Donc ça, on laisse un point d'interrogation, mais nous, on a refait tout le calcul. On trouve que rien que la population actuelle électorale en RDC tourne autour de 30 millions, en gros. Enfin, 29 millions et quelques, donc on peut arrondir à 30 millions. Et quand on tient compte de la diaspora, qui est une population qui aussi, on dirait, en gros, ça tourne autour de 6 à 8 millions. Donc, dans cet effectif, il faudra voir le nombre d'adultes en âge de voter. Donc, quand on prend, ça dépend si on estime que c'est environ 40, 49%, 47% du corps électoral. Donc, en gros, on se retrouve avec un chiffre qui tourne autour de 2,5 millions de personnes susceptibles, de Congolais susceptibles de voter dans la diaspora, ce qui ne représente pas beaucoup en termes du point de vue de la masse électorale en RDC. Donc, pour finir, on aura en gros, au grand maximum, 31 millions d'électeurs. Donc, ça qu'on a comparé avec ce que la CENI a publié, donc on se retrouve à peu près, en tout cas selon notre estimation, la population électorale qui doit voter pour 2016-2017, c'est cette population-là, c'est ce nombre-là qui figurait dans l'ancienne estimation pour 2011. Or, en 2011, on avait publié des rapports prouvant qu'il y avait au moins dans les 9 800 000 faux électeurs. Donc ça veut dire qu'on reste dans cette même marge de fourchette. Donc on voit que ça corrobore ce qu'on avait déjà dit en 2011. Donc ça nous rassure dans ce nombre-là. C'est important la détermination du nombre d'électeurs puisque ça fixe tout le reste du processus. Parce que le processus électoral est basé sur le nombre d'électeurs. On sait faire des prévisions en termes de budget, on sait faire des prévisions en termes d'achat de matériel électoraux, les kits biométriques, les cartes d'électeurs, le nombre de bulletins de vote et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si on fausse le nombre d'électeurs attendus, donc on fausse toute l'estimation du processus et ça laisse court, vous pouvez imaginer dans un pays comme le Congo où la corruption bat son plein. Donc tout ce monde-là court en Chine ou en Belgique et ailleurs pour essayer d'obtenir des contrats et avoir l'air matabichi en dessous de la table quelque part. La conséquence de cette mafia est que les cartes d'électeurs en RDC font office de carte d'identité. C'est ça le danger. Ça que la communauté internationale, en tout cas le Conseil de sécurité, prend cette affaire très au sérieux. Et je profite au passage pour remercier
notre ami Paul Sapou et notre jeune frère Floribert Chebeya, qui sont partis. Bon, Anzoulouni, qui sont partis faire le travail. C'était dans la suite de ce qu'on avait fait déjà au mois de mars 2015. Donc, ils ont tapé sur le point sur cet aspect du risque sécuritaire. Parce que ça pose un risque sécuritaire, point de vue la sécurité internationale au-delà de la RDC. Donc, du coup, on est déjà dans un contexte de menaces terroristes, des réseaux de trafic d'êtres humains, des réseaux de pédopornographie, ces mafieux peuvent prendre des jeunes, des mineurs de 12 à 11 ans, 12-15 ans, ils leur procurent des cartes d'électeurs et ils peuvent obtenir des passeports congolais et les faire sortir du pays. C'est ça le grand danger. Ça en tout cas, au niveau de la communauté internationale, l'affaire est prise très au sérieux et raison pour laquelle on avait plaidé déjà en mars, pendant les travaux préparatoires du vote de la résolution 2211, pour que le processus électoral congolais soit sous contrôle de l'ONU, si vous voulez, de la communauté internationale en général, pour réduire tant soit peu cette menace qui pèse sur la communauté, la sécurité internationale et le contrôle de flux migratoires. C'est vraiment au-delà même du processus électoral congolais, ça intéresse vraiment toute l'humanité, si vous voulez, parce que tous ces réseaux mafieux peuvent aller au Congo, se procurer des passeports et aller un peu partout. Exactement. Mais à ce sujet, parce que vous avez ici cité Floribert Anzoulouni et Paul Sapou, vous attendez-vous à des sanctions qui pourraient arriver ou à une déclaration un peu musclée de la communauté internationale, étant donné que nous attendons le 23 mars certaines résolutions du Conseil de sécurité? En tout cas, on a espoir que le Conseil de sécurité va cette fois-ci vraiment taper sur le point sur la table et prendre de sanctions du style ce qui s'est passé, vous vous souviendrez, avec l'Irak, je prendrai l'exemple de l'Irak ou de la Libye, où ces sanctions, en tout cas, à point de vue militaire, on voit ce que ça donne. Où le Conseil de sécurité peut décider de réduire l'espace aérien et puis l'aviation du pays. Donc il n'y a même plus de question de souveraineté, vous ne pouvez voler que suivant une ligne bien déterminée. Bon, maintenant, quand on ramène ça au niveau politique, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures vraiment drastiques, du style bloquer les comptes, empêcher, réduire, ça se passe en bilatéral bien entendu, réduire l'octroi de visa ou bien de faire des saisies sur les biens mobiliers et autres de tous les dignitaires qui sont en dehors du pays. Mais il peut aller très loin. On peut aller très loin parce que tous les dignitaires du régime sont pour la plupart sous le coup de plaintes, en tout cas au niveau de la Cour pénale internationale et dans d'autres juridictions internationales. Le Conseil de sécurité peut donner vraiment un feu vert au procureur, pour ne citer que la Cour pénale internationale, donner des injonctions, puisqu'il en a la possibilité, de demander au procureur de la Cour pénale internationale de demander à la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt. Ce sera peut-être sous scellé, mais est-il qu'il y a moyen de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre des Kabila, puisque le président du Soudan, Bachir... Vous allez si fort auprès de Kabila directement? Bien sûr. Si le Soudanais El Bachir est sous mandat d'arrêt, pourquoi pas Joseph? Pourquoi pas Joseph? Revenons et gardons cela pour la fin de notre émission. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec monsieur Benjamin Stanislas Kalombo, qui est le président de l'association pour la promotion de la démocratie et le développement en RDC, APRODEC en sigle. Il a publié tout récemment une note technique qui met en branle toute la majorité présidentielle, car cette note technique apporte des éclaircissements sur la faisabilité des élections en RDC cette année 2016. Excusez-moi. Vous avez fait des observations et parmi l'une d'entre elles, vous parlez de l'absence d'un chronogramme complet. Qu'avez-vous trouvé ou comment justifiez-vous le fait que la CENI refuse de sortir un chronogramme? Qu'est-ce qui est caché derrière? Oui, merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Parce que le fait d'établir un chronogramme, puisque je crois que vous avez une copie de calendrier qu'on a proposé. Donc quand on établit un calendrier, on voit très bien qu'il y a une série de tâches
suivant l'ordonnancement qui est dans les prévisions techniques de la CENI, des tâches à faire pour aller jusqu'aux élections. Ça veut dire la mise à jour du fichier, enfin l'appel d'offres, l'opération de nettoyage du fichier électoral, la publication de la cartographie, ainsi de suite. Donc jusqu'à la publication de la liste électorale finale, et puis on va au vote, et puis il y a une période où il faut résoudre les contentieux si les candidats ne sont pas d'accord. Tout ça doit suivre un certain chronogramme. Maintenant, quand la CENI publie dans sa note, il met que voilà, si la CENI doit faire la mise à jour, enfin, renouveler complètement le fichier électoral, il faut 16 mois. C'est affolant. 16 mois, alors il devrait expliquer quelle est la tâche qui peut mettre autant de temps. Exact. Raison pour laquelle ils ne veulent pas publier le calendrier. Bon, donc on s'est dit, bon ok, puisque vous ne voulez pas publier votre calendrier, nous on va le publier, on va vous aider. Malgré qu'ils s'égarent avec l'argent public, ils ne sont même pas foutus de nous sortir un calendrier. Nous, avec nos petits moyens, on s'est mis à faire d'abord l'étude statistique et puis essayer d'arranger, de mettre toutes ces tâches suivant un chronogramme. On trouve qu'avec un peu d'imagination et de stratégie dans l'application de ces tâches, on arrive à réduire sensiblement le temps qu'il faut pour lancer l'appel d'offres, le temps qu'il faut pour permettre aux fournisseurs des kits biométriques de répondre aux besoins, oui. De répondre, enfin ça veut dire de fabriquer les kits et de les déployer sur le terrain. Donc avec un peu d'imagination, on a pu voir que dans tout ça, on peut faire tout ça en moins de 5 mois. Donc le grand maximum, c'est 5 mois et 15 jours. Donc il suffisait juste d'imaginer... 5 mois et 15 jours pour avoir des élections. Non, 5 mois et 5 jours pour avoir un fichier électoral complètement apuré. Exact. Donc ça veut dire lancer l'appel d'offres qui est déjà en cours. Il suffit de réadapter l'appel d'offres qui est en cours. Et puis, donc ça veut dire modifier cet appel d'offres de telle sorte que, au lieu d'octroyer le marché à une seule société, enfin à un seul soumissionnaire, on ouvre l'admission à plusieurs. Ça veut dire que si on a, je prends les statistiques qu'on a ici, s'il faut commander 32 millions, enfin selon notre étude, pour pouvoir enrôler le nombre d'adultes en âge de voter qu'on a estimé à 31 millions, donc il faut environ 32 619 kits biométriques. Maintenant, si on donne ce marché de 32 618 kits à une seule société, or on compte avoir ce matériel dans un mois, c'est quasiment impossible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir ce marché à plusieurs fournisseurs. Donc nous on estime qu'avec 10 fournisseurs, dans un appel d'offres international restreint, où on sélectionnerait déjà des sociétés plus ou moins sérieuses, et on ouvre cet appel d'offres à plusieurs fournisseurs pour que chacun fabrique moins de kits. Exact. Ça veut dire, si on a 10 fournisseurs avec 32 000 kits, divisé par 10, chacun ne fait que 3200 kits. Avec 3200 kits, en un mois, on peut rajouter une semaine, c'est largement faisable. Ça, c'est la première stratégie. Et puis la deuxième, c'est celle de faire en sorte que toutes ces sociétés puissent livrer leurs kits in time, donc dans le délai, directement, puisque la RDC a des aéroports internationaux. Exact, ouais. L'aéroport de Mbandaka fonctionne encore avec quelques trous, mais ça fonctionne. Kisangani, ça fonctionne. Dans le Kivu, l'aéroport de Goma, enfin c'est un peu dans la périphérie, j'ai oublié la ville en question, là où il y a eu le crash d'avion avec l'honorable oui, c'est Kavumu. Okay. Ça où tout le matériel de la MONUSCO descend dans l'est du pays, c'est Kavumu. Donc ils peuvent livrer directement là pour toutes les provinces Kivu, Maniema, enfin nord, sud Kivu. Et puis l'aéroport de Lubumbashi fonctionne à merveille.
L'aéroport de Kananga fonctionne jusqu'à preuve du contraire. Sur le Mbujimaï avec les problèmes, je ne sais pas si... Oui, bon, avec quelques trous, on peut vite les reboucher, donc ça fonctionne. Et à Kinshasa, n'en parlons pas. Dans le Bandundu, ça fonctionne. Et puis dans le Bas-Congo, tout fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il viendrait directement livrer dans toutes ces provinces en même temps, de telle sorte que le déploiement se fasse en peu de temps. Est-ce que vous comptez voir la MONUSCO nous aider dans ceci? Bien sûr, toute la logistique, la MONUSCO est obligée par la résolution 2211, le paragraphe 21. Donc la MONUSCO est obligée d'aider la CNI pour tout ce qui est logistique, appui logistique, technique et financier, si possible. Donc tout ça c'est faisable. Donc en un mois, en 15 jours ou 20 jours, on peut livrer le matériel sur toute l'étendue du territoire et répartir. Et puis au niveau stratégique, donc ça veut dire que la RDC serait divisée en 2 aires opérationnelles. Donc les livres, enfin je prendrai un exemple comme ça abstrait. Ça veut dire la société A livre sur 2 provinces, Kinshasa, Bas-Congo, la société B livre dans le 2 Kasaï, la société C dans l'Équateur, et puis ainsi de suite, enfin, suivant la nouvelle répartition territoriale sur les 26 nouvelles provinces, de telle sorte que le matériel soit livré dans un temps record, 20 jours ou un mois à la rigueur. Un mois c'est trop, donc je dirais 3 semaines on peut livrer sur toute l'étendue du territoire. Et puis on déploie, et puis une fois que le déploiement du personnel et en même temps vient juste après l'octroi de marché. Donc, on déploie le personnel. On ne part pas de zéro. Il faut que les gens se rappellent que le processus électoral au Congo a commencé depuis 2004 ou 2005. Exact. Donc ça veut dire que même dans cette estimation du budget global pour organiser toutes les élections, on a calculé, ça va dans les... Ça donne un montant de 800... vous allez voir, dans 1 milliard. 1 milliard pour organiser toutes les élections les locales. Dans ces 1 milliard, il faut soustraire, il ne faut pas oublier qu'il faut soustraire près de 200 millions pour tout ce qui existe déjà. Ça veut dire qu'il y a déjà des dépenses utiles, je pense, à tout ce qui est infrastructure, à toute la bureautique, à tout ce matériel roulant et immobilier existe déjà. Et au niveau de la Prodec, on a estimé tout ça à environ 200 millions. 200 millions plus ou moins, enfin minimum 200 millions. Donc ça veut dire que sur les 1 milliard, il y a déjà 200 millions, on reste avec 800 millions pour organiser toutes les élections. Et si le gouvernement met sur la table 500 millions, ça veut dire que pour organiser toutes les élections, y compris les locales, il ne restera plus qu'une affaire de 300 millions à rajouter. Dans votre note technique, je vois par ailleurs, vous avez même été jusqu'en décembre ou novembre 2017. Je vous invite, chers téléspectateurs, à télécharger ce document. Il est d'une importance capitale qui va vous démontrer que le Congo a en son sein encore des personnes qui réfléchissent et qui vont mettre à nu toutes les tentatives de tricherie que le pouvoir voudrait mettre en place pour demeurer indéterminément. Parmi les recommandations que vous faites ici, je vois que vous avez parlé de l'appui technique, mais également vous demandez qu'il y ait une mise sous tutelle internationale du processus électoral congolais. N'allez-vous pas fâcher certains? On n'a pas le choix. Si le processus électoral congolais pose au final un problème de sécurité internationale, j'ai oublié l'article au niveau de la charte des Nations Unies. L'article 21. Non, en fait, l'article 21, c'est qu'oblige en tout cas les Nations Unies à suivre tous les processus électoraux de sorte à garantir le droit de vote des citoyens qui est un droit fondamental. Voilà. Donc, rien que ça, rien que l'article 21 oblige déjà le Conseil de sécurité et le secrétaire général à prendre des mesures, s'il faut, contraignantes pour qu'il y ait des élections. Ce n'est pas parce que des individus qui sont au pouvoir, ils peuvent priver un peuple de leurs droits. C'est un droit élémentaire, enfin, j'allais dire élémentaire. Donc c'est comme respirer, voter, c'est exactement la même chose. On ne peut pas priver, venir imposer des dirigeants à des populations qui ne connaissent pas ces dirigeants. C'est ça, le droit à l'autodétermination du peuple. Donc, partant de là, il y a moyen de contraindre ces régimes. Parce que si le Conseil de sécurité a été capable de contraindre Saddam Hussein, des dictateurs de cette ampleur-là,
contraindre Kadhafi. Alors le jeune Kabila au pouvoir, il ne pèse rien du tout. Ça dépend de la volonté politique au niveau du Conseil de sécurité, et ça dépend aussi des intérêts de tous ces États, de toutes ces grandes puissances. Parce que la seule chose qui peut pousser ces gens-là, enfin ces États, j'allais dire, à aller vers des mesures, en tout cas au niveau bilatéral, très fortes contre le régime congolais, c'est par rapport à leurs propres intérêts. Parce que quand on voit un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est très pointueux en matière de sécurité intérieure et extérieure. Donc, or, ces dossiers, et j'ai eu à le démontrer au mois de mars 2015, ils prennent ça très au sérieux. Parce que bon, depuis 2005, Dieu seul sait le nombre de terroristes, aussi, il ne faut pas faire peur aux gens, qui se sont procurés des passeports congolais via le processus électoral depuis 2005. Restructuration de la CENI sous l'égide internationale. Oui, ça c'est un problème. Là, vous avez dérangé Nanga qui, pour l'heure, est arrivé à Washington après avoir snobé Bruxelles. Non, mais je crois que c'est largement possible. D'ailleurs... pourquoi pas certains Congolais à la tête de cette diaspora? Bon, ça c'est à voir au niveau des discussions, mais dans tous les cas, pour remettre le processus et appliquer tout ce qu'on a fait, c'est vraiment difficile de le faire avec les gens qui sont maintenant aux affaires au niveau de la CENI. Ça, il faut l'avouer, parce qu'ils sont dans un processus où ils travaillent, si vous voulez, pour cacher ce qu'ils ont fait en 2005, 2006 et 2011. Ça veut dire qu'ils sont obligés de continuer à tricher avec le nombre d'électeurs, parce que s'ils remettent le vrai nombre d'électeurs dans l'estimation, ça veut dire qu'ils devront justifier tous les budgets qu'ils ont mis dans les poches depuis 2005 pour le référendum, 2006 pour la présidentielle et législative, et puis 2011 pour... provinciale aussi en 2006, et 2011 pour la présidentielle et la législative nationale. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de millions mis dans la poche. Et là, je profite aussi pour dire qu'il n'y a pas eu que les Congolais qui se sont mis l'argent de la poche. Donc c'est tout un système, une criminalité transnationale qui a pris carrément en otage pour finir le processus électoral en RDC, garantissant d'un côté le statu quo politique en RDC, et de l'autre côté, prive les Congolais de leur droit à se choisir leurs dirigeants, les dirigeants qu'ils ont choisis. Voilà un peu la situation. Parmi vos recommandations, je crois que c'est l'une des dernières, vous parlez de la mise en place d'un comité d'enquête internationale qui aurait pour but d'auditer le fichier électoral produit par la société ZS. Je sais que je crois que votre association a lancé une opération, vous êtes en justice contre ZS, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, il y a déjà, puisque pour les gens qui ne le savent pas, il y a déjà une plainte qui a été déposée. Voilà. On était en procès au niveau du tribunal de commerce, puisque certains de nos administrateurs sont aussi actionnaires chez ZS Industrie, qui est la maison mère des ZS, qui est cotée en bourse, la maison mère. Maintenant, lors des assemblées générales, nos administrateurs ont posé des questions concernant le marché obtenu en 2010 pour livrer les kits biométriques. Et là, les réponses, il n'y a pas eu de réponse, si vous voulez. Donc, violant l'article, j'ai oublié l'article, sorry, du code des sociétés, qui oblige les sociétés cotées en bourse à répondre aux questions posées lors des assemblées générales des actionnaires. N'ayant pas répondu à ces questions, un de nos administrateurs avait porté plainte contre ZS Industrie, donc la maison mère, devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Bon, ça c'était une première action. La suite, on a introduit plusieurs autres plaintes au niveau du Conseil d'État. Ça, c'était pas contre la ZS, bien sûr, c'était contre l'Office national du croire, qui est l'assureur public belge qui a garanti les risques liés à l'exportation des kits biométriques en RDC. On avait posé des questions dans une procédure non contentieuse. Les réponses, on nous a envoyé promener. On a amené
l'office des Ducroix devant le Conseil d'État, qui est le tribunal, enfin le dernier niveau au niveau du contentieux administratif. Et on a profité aussi pour emmener le ministre des Affaires étrangères, puisque les Affaires étrangères ont donné un avis favorable, parce que l'office ne s'est pas exporté en dehors de la Belgique sans demander l'avis des affaires étrangères, parce que le marché en question peut poser des problèmes d'ordre international. Vous vous souviendrez le contrat obtenu par la fabrique Herstal, la fabrique d'armes belge, qui voulait s'implanter en Tanzanie. Ça a posé un sérieux problème d'ordre éthique. D'abord, implanter une société de fabrique d'armes dans un pays comme la Tanzanie, enfin dans une région où il y a des hauts pilules de rébellion. Donc pour finir, l'office avait retiré les polices d'assurance accordées à FN et le marché a été annulé. Donc c'est ça qu'on s'était intéressé, en tout cas à s'attaquer à l'office pour qu'il nous éclaire sur quel élément objectif, de nous donner les éléments objectifs sur base desquels l'office a accordé les polices, puisqu'il y avait 2 polices, l'une pour les kits biométriques et une autre pour le logiciel AFIS de nettoyage du fichier électoral. Donc n'ayant pas obtenu satisfaction au niveau non contentieux, c'est ça qu'on avait amené l'office devant le Conseil d'État ainsi que les affaires étrangères. Donc les dossiers sont toujours en cours puisqu'il y a eu des problèmes au niveau de la recevabilité. Mais en ce qui concerne les affaires étrangères, on avait gagné le procès. Et puis, on a obtenu l'annulation du refus d'accès aux documents. Et contre l'office, la procédure est toujours en cours. Donc, en gros, ça c'était au niveau administratif. Maintenant, il y a déjà une plainte. Ça, je profite déjà pour le dire au grand public. Il y a déjà une plainte qui a déjà été introduite au niveau pénal contre ZETES, contre ZETES pour tout ce qu'il y a eu autour de 2 contrats obtenus en 2010. Parce que dans ce contrat-là, il y a eu, d'abord, au niveau technique, ZETES n'a pas été retenu par le BCECO, donc le Bureau Central de Coordination, qui teste le matériel de soumissionnaire. ZETES, le matériel de soumissionnaire, en tout cas l'échantillon proposé par ZETES a été le moins bien coté. Donc ils ont obtenu ce contrat, on a un peu enquêté, on a trouvé qu'il y avait quand même de l'argent, même petit 3 millions qu'on n'arrivait pas à justifier. Donc nous on a fait notre petite enquête, on soumet le dossier devant le juge d'instruction CLES qui a ce dossier et on verra ce que ça va donner. Ça c'était la plainte de notre administrateur, d'un de nos administrateurs, mais la PRODEC elle-même vient avec sa plainte pour se joindre dans ce dossier-là et ça va faire très très mal. Donc voilà en gros. Enfin, le but en gros, c'est pas que les gens nous trouvent trop militants, non, c'est pour empêcher que cette mafia continue toujours à prendre le processus électoral en RDC en otage. Parce qu'il faut arriver à un certain moment à mettre les choses sur le droit chemin de telle sorte que effectivement quand le Congolais met son bulletin dans l'urne et que ça aille pour élire les candidats de son choix. Exact. Voilà. C'est ça le but. Et puis notre plainte aussi ira jusqu'à demander le fichier électoral tel qu'établi par la société des tests au mois d'août 2011. C'est là où on va effectivement aller chercher tous les enfants enrôlés dans ce fichier-là, parce que c'est une violation majeure, impliquer les enfants dans des histoires des grands. Il n'y a pas seulement l'enrôlement des enfants dans l'armée et dans les rébellions, mais la CENI a fait exactement la même chose que les rebelles. Enrôler les enfants, c'est quand même grave. On a vu des enfants, je n'apprends rien à personne, des enfants de 9 ans à qui on a accordé des cartes d'électeurs. Ça veut dire qu'il y a eu un bond pour augmenter les âges. Et d'ailleurs, c'est le seul point positif pour la PRODEC, l'étude faite par l'OIF qui démontrait que quand on suit la courbe des âges, on voit que le nombre d'enfants
qui sont nés en 92 a augmenté en flèche. Donc ça veut dire que des enfants de 8, 9 ans, 12 ans, on leur a donné l'âge de 18 ans. Ce qui fait que quand on suit la courbe de croissance de la population, ça n'encadre plus. Ça ne marche pas. Donc on a dit non, il y a un problème. Il y a eu des enfants, en tout cas l'OIF a estimé à, je crois, 1 million 600 000 enfants dont l'âge a été abusivement augmenté. Et ça fait autant d'enfants qui peuvent rentrer dans les réseaux de trafic d'êtres humains, dans les trafics de pédopornographie. Voilà en fait le processus électoral congolais, comment il est dangereux pour l'humanité. Exact. Voilà, on vous fait signe que nous avons nos 5 dernières minutes. Dites-moi, j'ai l'impression que Corneille Nangaa, s'il n'est pas passé à Bruxelles, il a dû craindre une certaine confrontation. Mais là, je rappelle que nous allons fournir tous nos efforts au point de vue de Code 243 pour l'avoir, pourquoi pas pour un débat contradictoire, parce qu'il est important que les chiffres que vous puissiez avancer, nous puissions les comparer au cours d'un débat devant le public, de manière à ce que... parce que sans te couper, François, je vous en prie, oui. Puisque Corneille Nangaa, c'est un technicien pur. Il a travaillé d'abord au bureau, à l'époque c'était le BNO, le Bureau National des Opérations. En fait, quand on dit CNI, c'est le fait, la partie opérationnelle, d'abord ça s'appelait Bureau National des Opérations, maintenant c'est devenu le secrétariat exécutif. Donc ce monsieur, il sait ce qui se passe. Et il faut voir dans son regard, quand il parle de 16 mois, c'est sans conviction. Alors d'ailleurs, son ami, le professeur Joly, il s'adresse à lui pour dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là ?» Donc il est embarqué dans une histoire politique alors qu'il ne mesure pas les conséquences point de vue pénal. Parce que cette affaire, une fois que le pays sera sur le droit chemin, on va retourner pour établir les responsabilités dans toute cette mafia-là, enrôler les enfants, tricher, trafiquer avec le nombre de la population, ce qui est grave. Vous vous rendez compte, il y a eu des coins du pays où on a carrément réduit de manière drastique le nombre de la population. Ça veut dire, en cas de catastrophe majeure, on ne sait pas faire des prévisions en termes de vaccins ou en termes de... Je ne sais pas, on ne gère pas un pays comme ça. Même les simples éleveurs, ils se soucient d'avoir le nombre exact de poules ou de chèvres pour prévoir la nourriture et les vaccins et autres. Mais en RDC, non. Le but, c'est tricher aux élections et puis se mettre l'argent dans la poche. À un certain moment, ça va coincer. Et ce n'est que le début, voilà. Ce n'est que le début, vous l'avez dit. Nous recevions ce jour Benjamin Stanislas Kalombo, à qui je veux accorder quelques petites minutes. Y a-t-il un mot ou un message que vous voulez lancer à cette diaspora, mais également le peuple congolais qui va nous suivre au travers le réseau des médias congolais que nous avons lancé depuis le 5 mars 2016 ici à Bruxelles? Quel est ce message? Ils sont à vous. Oui, en tout cas, merci pour le mot de la fin. Je crois que le message, il est simple. On a suffisamment démontré le processus électoral. Les élections, il n'y a pas de politique en principe au niveau des élections, c'est des chiffres. Donc on fait la phase préparatoire et puis les gens vont voter, on compte les voix. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, on veut emmener les gens dans des dialogues pour négocier des postes. Non. D'accord. Donc, les dialogues, en principe, ça devait être, pour nous, on a soutenu ces dialogues, un dialogue technique pour restructurer la CNI. Restructurer la CNI, c'est en 2 jours, 2-3 jours grand maximum. Soit on maintient les gens qui sont là et on ajoute d'autres experts pour essayer de contrôler, mettre les choses sur la route. Et à part ça, il n'y a pas de négociation possible. Il s'agit de respecter le délai constitutionnel. Donc ça que j'invite la population, en tout cas la diaspora en particulier, puisqu'on vit ici, pour que les gens aillent sur le site Code 243, aillent sur Desk Wondo, aillent sur le site internet de la PRODEC, télécharger ce document. Tout le monde doit s'en approprier de telle sorte qu'en face, qui justifie pourquoi ils veulent faire ça. Donc si le parti politique, les dirigeants des partis politiques nous écoutent, ils doivent s'approprier de ce document et vider tous les motifs pour lesquels ces gens-là, enfin, j'allais dire, les gens qui sont au pouvoir veulent amener les gens dans une espèce de dialogue pour discuter, pour finir. Avant ce document, moi aussi, je me disais, oui, bon, allons un peu pour voir. Mais non, c'est pas possible. Les élections sont faisables. On peut même commencer, moi je peux encore descendre, on peut même commencer la mise à jour, en tout cas le renouvellement du fichier, fin mars.
Kabila va partir. Donc le but c'est ça, c'est qu'il parte le 20 novembre, il doit quitter le pays. Enfin, il doit quitter la maison, il doit quitter le pays. Il est congolais, entre guillemets, ça va fâcher certains. Non, il doit, j'allais dire, pas quitter, mais il quitte le pouvoir d'abord. Pour les restes, on aura le temps de vérifier. Hein. Dès qu'il quitte, on vérifie si effectivement il doit quitter le pays aussi. Ça, c'est pour contenter un peu la diaspora militante. Mais bon, soit, je pense qu'il y a encore de l'espoir que les gens s'approprient cette étude. Pour finir, la Prodec n'a fait que son job. C'est une ONG experte dans plusieurs domaines, notamment la matière électorale. Donc, elle a produit ce document. Tout le monde s'en approprie, la société civile, les partis politiques, et mettre ça en face des gens du pouvoir pour qu'ils disent point par point de vue statistique, qu'est-ce qui se passe, point de vue budgétaire, qu'est-ce qui se passe, et puis leurs arguments sont vidés dans le document, qu'on a aux élections. Ils ont peur de quoi? De parti. Sinon, la population a le dernier mot, c'est l'article 64 qui est constitutionnel. La population se met dans la rue et les met dehors, de la manière dont on sait tout le monde comment ça finit généralement ces genres de solutions. Voilà, chers téléspectateurs de Code 243, nous étions ravis de recevoir en ce plateau à Bruxelles M. Benjamin Stanislas Kalombo, qui est Senior Elector Advisor, mais aussi président administrateur délégué de la Prodec, Association pour la promotion de la démocratie et le développement en RDC. Encore une fois, merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.